Quand 150 000 suprémacistes blancs envahissent Londres, que révèle vraiment le silence de l'Occident? Cette question n'est pas anodine. Elle sonde la profondeur de nos sociétés, interroge leurs fondements et éclaire la mécanique d'un monde qui prétend défendre la justice tout en tolérant l'intolérable. Au cœur de la capitale britannique, ce n'est pas un groupe isolé, mais une véritable marée d'extrême droite qui déferle. Imaginez la scène. 150 000 manifestants, chacun animé par une haine féroce, prêts à tout pour imposer leur vision du monde. La ville vibre sous les cris racistes, les attaques contre la police se multiplient, les slogans anti-musulmans fusent, des croix massives sont brandies comme des étendards, des appels à un nationalisme chrétien sans compromis résonnent dans les rues historiques de Londres. Des voix, de plus en plus nombreuses, réclament l'effacement des autres cultures et religions. Certains quartiers, autrefois multiculturels, deviennent le théâtre de violences symboliques et physiques. Les passants de confession musulmane sont pris à partie, parfois agressés. Au lieu d'une réaction ferme, les dirigeants occidentaux restent muets. Pas une condamnation claire, pas un geste de solidarité envers les victimes, pas même une reconnaissance de la gravité des faits. Les médias, eux, minimisent ou banalisent. On évoque des troubles, des manifestations tendues, comme si ce déferlement de haine n'était qu'un simple désaccord politique, un caprice passager. Pourtant, l'histoire nous apprend que de tels rassemblements ne surgissent jamais du néant. Prenons exemple sur les années 30 en Europe. À cette époque, les rassemblements de masse orchestrés par les fascistes en Allemagne et en Italie étaient tout d'abord minimisés par les autorités. Les médias sous-estimèrent la menace, parlant de mouvements de contestation, ignorant les appels à la haine qui, bientôt, embraseraient tout un continent. Ce déni du danger, cette banalisation des discours violents, ont ouvert la voie aux pires atrocités du XXe siècle. Pour Ibrahim Traoré, ce silence est tout sauf anodin. Il est révélateur. Il dévoile le vrai visage du système occidental. Un système qui tolère, protège, parfois encourage la suprématie blanche, dès lors que ses intérêts ne sont pas menacés. Il s'agit d'une complicité structurelle, d'un silence qui fait système. Mais pourquoi ce mutisme persistant? Parce que cette violence n'est ni une exception ni un hasard. Elle est le miroir d'un ordre mondial bâti sur des siècles de racisme, de domination et de pillage. L'Afrique en a fait les frais. Spoliation de ses ressources, négation de sa souveraineté, mépris de ses peuples. Fermer les yeux, c'est laisser prospérer cette architecture d'oppression. C'est mettre en péril la sécurité, la dignité et l'avenir non seulement des Africains, mais aussi de tous ceux qui refusent la loi du plus fort. Les conséquences ne se limitent pas à l'Afrique. Elles s'étendent à toutes les populations minoritaires, à tous les pays soumis à la logique de puissance, à tous les peuples dont la voix est étouffée. Rien ici n'est accidentel. La violence, le silence, la complicité, tout s'inscrit dans une logique globale, huilée par l'histoire et les intérêts dominants. Mais comment ce système s'est-il construit? Pour comprendre, il faut remonter aux racines, l'histoire, les alliances idéologiques, les rouages qui lui permettent de perdurer. Revenons au XIXe siècle. L'Europe, au sommet de sa puissance, invente des sciences raciales pour justifier la conquête de l'Afrique. Des chercheurs, des universitaires, des politiques, tous s'emploient à bâtir des théories qui hiérarchisent les peuples, reléguant les Africains au rang d'êtres inférieurs. Ces idées, diffusées dans les manuels scolaires, les églises, les salons bourgeois, forment le socle idéologique du colonialisme. Plongeons dans ce passé qui façonne le présent. L'histoire de la suprématie blanche en Occident n'a jamais été qu'une série d'accidents. Elle est le fruit d'un projet cohérent, mis en œuvre sur plusieurs générations, consolidé par des institutions, des lois, des guerres et des traités. Et si le racisme en Occident n'était pas une exception, mais la suite logique du colonialisme? Ce qui s'est produit récemment à Londres n'est pas un accident. C'est la manifestation contemporaine d'un système séculaire, fondé sur la domination et l'exploitation de l'Afrique par l'Europe blanche. Au temps des conquêtes coloniales, les puissances européennes ont construit des théories raciales pour justifier l'asservissement et le pillage du continent africain. Ces idées racistes n'étaient pas de simples préjugés, mais des armes politiques.
Il fallait convaincre que l'Africain était inférieur, incapable d'autonomie, pour légitimer l'appropriation de ses terres et de ses ressources. Prenons l'exemple du Congo. Au début du XXe siècle, sous la domination belge, des millions d'Africains ont été réduits en esclavage, mutilés, tués, sous prétexte de civiliser une population jugée barbare. Les récits officiels présentaient cette violence comme un mal nécessaire, un sacrifice pour le progrès. Aujourd'hui, la violence raciste à Londres recycle les mêmes symboles, croix brandie, discours religieux, appel à la pureté chrétienne. Ce n'est pas un hasard. L'extrême droite utilise le langage de la croisade et de la mission civilisatrice. Sous une apparence nouvelle, l'Occident rejoue l'ancien scénario colonial. Contrôler, exclure, exploiter. Un silence complice règne aussi. Quand les médias occidentaux s'acharnent sur les dirigeants africains, ils testent la violence raciste de masse qui éclate chez eux. Les démocraties préfèrent détourner les yeux ou présenter les émeutiers comme de simples citoyens inquiets, jamais comme une menace systémique. Rappelons-nous de l'affaire Rodney King à Los Angeles en 1992. Lorsque les violences policières ont déclenché des émeutes massives, les médias américains ont d'abord blâmé les manifestants, occultant la racine raciste du problème. De la même façon, la couverture occidentale des violences à Londres détourne l'attention du système qui les rend possibles. L'idéologie du grand remplacement, agitée par les extrêmes droites, n'est qu'un leurre. Elle masque le fait que le premier véritable remplacement fut celui imposé à l'Afrique. Langue, État, économie, tout a été remodelé de force au profit d'une Europe enrichie par la spoliation. Pensez à l'Algérie. Durant plus d'un siècle, la France a tenté de faire disparaître la culture, la langue et la religion locale, imposant le français, modifiant les structures sociales et niant la souveraineté algérienne. Ce processus de remplacement n'était pas seulement matériel, il était aussi symbolique. Oublier ce passé, c'est condamner à l'incompréhension. Le racisme occidental n'est pas une dérive. Il est un instrument conçu pour perpétuer l'exploitation de l'Afrique. Tant que cette réalité reste occultée, l'émancipation africaine restera un mirage, et le racisme une force intouchable. Mais une nouvelle génération de leaders, comme Ibrahim Traoré, refuse cette fatalité. Pour eux, comprendre ces liens est le premier pas vers la libération. Ils s'inspirent des luttes passées, celles de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, et bâtissent une conscience commune. Quand des figures comme Elon Musk, Éric Zemmour et d'autres extrémistes convergent à Londres, ce n'est jamais un hasard. C'est le système mondial qui se révèle, un réseau où les discours racistes, qu'ils viennent de Californie, de Paris ou d'Auckland, se répondent et se renforcent, animés par la même volonté de domination. Dans cette assemblée internationale, les slogans se répètent. Le grand remplacement, la menace sur la civilisation, la pureté à défendre, mais sous ces mots se cache une idéologie unique. Des milliardaires comme Musk, des politiciens comme Zemmour, des pasteurs extrémistes scandent les mêmes peurs, orchestrant un récit global, même séparé par des océans. Pourquoi cette unité? Parce que la violence contre les minorités en Occident n'est jamais une simple réaction émotionnelle. Elle est utilisée comme un écran de fumée. Pendant que l'opinion se focalise sur la haine des musulmans, la stigmatisation des migrants ou la défense de l'Occident chrétien, personne ne regarde ce qui se passe ailleurs. En Afrique, où ces mêmes réseaux organisent un pillage systématique des ressources. Prenons l'exemple du Nigeria. Alors que le pays est riche en pétrole, ses habitants demeurent dans la pauvreté. Les profits sont captés par des multinationales occidentales, protégés par des accords opaques et parfois par des interventions militaires sous prétexte de stabilisation. Pendant ce temps, les discours racistes prospèrent dans les métropoles occidentales, détournant l'attention des véritables bénéficiaires de l'ordre mondial. Les milliardaires qui financent ces mouvements racistes sont souvent ceux qui profitent le plus du contrôle des terres, de l'extraction minière, de la privatisation de l'eau et des matières premières africaines. Leur fortune, bâtie sur l'exploitation, nourrit l'extrême droite qui protège leur pouvoir. Le racisme n'est pas qu'une idéologie, c'est une arme économique, au service d'une accumulation sans limite. Pour préserver cet ordre, les médias occidentaux orchestrent une guerre de l'information.
Ils présentent la violence raciste à Londres comme une crise isolée, jamais comme la face visible d'un iceberg impérial. Ces mêmes médias dénoncent l'Afrique pour sa soi-disant instabilité, tout en taisant les complicités entre milliardaires, politiciens et extrémistes qui profitent du pillage. Regardez comment les médias traitent les mouvements sociaux en Afrique. On parle de violence, de désordre, de manque de maturité politique. Mais jamais on ne questionne la mainmise étrangère sur les ressources, ni les responsabilités occidentales dans les crises économiques et politiques. Si l'on ne voit pas cette connexion entre la montée du racisme en Occident et le pillage en Afrique, on se trompe de cible. Nos luttes se dispersent. Certains réclament la justice raciale, d'autres la souveraineté africaine, sans jamais voir que l'ennemi est le même, que le système oppresseur est unique. Mais ce silence peut-il durer? Que se passe-t-il quand ces vérités éclatent au grand jour? Qui va répondre et jusqu'où le système mondial ira-t-il pour étouffer la révolte, lorsque l'Afrique dévoile la supercherie? Pour comprendre comment ce système réagit à la menace d'une Afrique qui s'éveille, il faut observer les premières fissures dans l'ordre mondial. Un événement va bientôt forcer chaque acteur à choisir son camp. L'Afrique réplique avec force. Après le choc des violences d'extrême droite à Londres, une vague de solidarité inédite déferle sur tout le continent et dans la diaspora. L'analyse de Traoré devient un cri de ralliement qui transperce les frontières du Burkina Faso. Des présidents du Sahel aux étudiants dans les rues de Dakar, de Lagos et de Johannesburg, la mobilisation s'organise. Les chefs d'État africains prennent publiquement position, dénonçant le racisme systémique qui nourrit à la fois les émeutes de Londres et le pillage du continent. Sur les campus et les réseaux sociaux, la jeunesse s'empare du débat. Chaque heure, des milliers de vidéos, messages et lives affluent, révélant une génération prête à défendre sa dignité. La diaspora se joint à la riposte. De Paris à Montréal, de Bruxelles à New York, elle multiplie les manifestations et conférences, tissant des liens entre communautés. Ce n'est plus seulement une affaire africaine. La cause devient universelle, un mot d'ordre partagé pour la souveraineté, l'indépendance et la dignité. Sur les réseaux sociaux, l'effervescence est totale. Les hashtags Afrique unie, fin du racisme et solidarité Traoré génèrent des centaines de millions d'engagements en quelques jours. Des artistes, sportifs et intellectuels afrodescendants entrent dans la danse, relayant les analyses de Traoré et appelant à la mobilisation. Mais la censure occidentale s'invite. Certains hashtags disparaissent. Des plateformes restreignent la diffusion des contenus critiques envers l'Occident. Face à la marée, les médias occidentaux réagissent par le silence ou la diversion. Les grandes chaînes minimisent les violences, évitent le sujet du racisme systémique et accusent le discours panafricaniste de radicalité dangereuse. Pourtant, cette tentative d'étouffer le débat ne fait que renforcer la légitimité du capitaine et dévoile la crainte de voir l'Afrique s'unir sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, jadis perçu comme marginal, s'impose comme une figure centrale et légitime de l'antiracisme international. Son message, porté par une génération entière, bouleverse l'image de l'Afrique. D'ancienne victime silencieuse, elle devient moteur d'un sursaut global contre la suprématie blanche. Ce tournant historique offre à l'Afrique une opportunité unique de reprendre l'initiative et de s'affirmer comme boussole morale du XXIe siècle. Le monde est à l'aube d'un choix décisif. Si ce réveil collectif triomphe, l'Afrique pourra fédérer la lutte contre le racisme et l'exploitation. Mais si l'élan s'essouffle, l'Occident imposera le statu quo et prolongera un système d'oppression qui ne profite qu'à une poignée. Mais un dernier obstacle se dresse. Les adversaires de cette Union africaine affûtent déjà leur riposte. La bataille pour la vérité et l'émancipation ne fait que commencer. Racisme et impérialisme, deux visages d'une même hydre. Se défaire de l'un sans abattre l'autre. Impossible. La lutte antiraciste ne peut exister sans la lutte contre l'impérialisme. Les deux sont tissés dans la même toile de domination, dont le centre palpite autour de l'exploitation de l'Afrique. Chaque attaque raciste en Occident révèle en filigrane le système global qui, depuis des siècles, pille le continent africain. Tant que l'Afrique reste sous tutelle,
Tant que ces ressources et ces populations servent l'économie mondiale comme de simples variables, le racisme prospère. L'émancipation africaine, politique, économique et culturelle, devient la clé d'un monde réellement post-raciste. Observez. À chaque victoire pour l'autonomie africaine, le discours raciste chancelle dans le monde entier. Lorsqu'un pays africain brise les chaînes coloniales, il fracture aussi les piliers de la suprématie blanche. L'indépendance coupe l'herbe sous le pied du racisme, car elle retire à l'Occident ses leviers d'exploitation et de justification. Mais ce combat ne se mène pas en solitaire. Il exige la solidarité des travailleurs, des opprimés, de toutes celles et ceux qui refusent l'exploitation, qu'elle soit raciale ou économique. Seule une alliance internationale peut déstabiliser l'architecture mondiale de l'oppression. Des initiatives concrètes émergent déjà. Des réformes éducatives qui réhabilitent l'histoire et la culture africaine, loin des récits coloniaux. Des politiques économiques fondées sur la justice et la souveraineté. Des mouvements de jeunesse panafricains qui refont les ponts entre les luttes. L'émancipation n'est pas une utopie. Elle avance pas à pas par l'action collective. Prenons l'exemple du Rwanda après 1994. Le pays a entrepris de reconstruire son système éducatif pour valoriser l'histoire africaine, bannir les idéologies racistes et promouvoir une identité nationale inclusive. Ce changement a contribué à la stabilité et à la croissance économique du pays, prouvant que la réappropriation de l'histoire est un levier de transformation. En Afrique du Sud, la fin de l'apartheid a montré l'importance des alliances internationales. La pression des mouvements antiracistes dans le monde entier, la mobilisation des artistes, des sportifs, des étudiants, ont contribué à isoler le régime raciste et à ouvrir la voie à l'égalité politique. Ce sont ces exemples qui doivent inspirer l'action contemporaine. Mais l'inaction condamne l'Afrique à l'exploitation sans fin et ferme la porte à toute justice mondiale. C'est accepter que le racisme structure nos sociétés, nos échanges, nos imaginaires. Ne rien faire, c'est abandonner la souveraineté et la dignité africaine, et rater la promesse du combat antiraciste pour l'humanité entière. Reste à savoir comment cette solidarité peut s'incarner concrètement face à la résistance d'un système qui refuse de lâcher prise. Quels leviers, quels exemples pour transformer la théorie en victoire réelle? Voici quelques pistes concrètes. Soutenir les campagnes de restitution des œuvres d'art africaines pillées, exiger la transparence sur les contrats miniers et pétroliers, renforcer les coopérations sud-sud pour échapper à la dépendance, favoriser les échanges universitaires et la circulation des idées entre l'Afrique et ses diasporas, promouvoir une presse libre et indépendante du financement occidental. Il est aussi crucial de tisser des alliances avec les mouvements antiracistes et anti-impérialistes du monde entier. La lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis, contre l'islamophobie en Europe, contre le néocolonialisme en Asie ou en Amérique latine, sont autant de fronts qui peuvent converger pour faire plier l'édifice de l'oppression. Ne restez pas simple témoin. L'histoire s'écrit ici, et votre place compte. Ce qui s'est produit à Londres n'est pas un épisode isolé, ni une banale flambée de haine. C'est le reflet d'un système global, bâti pour maintenir la domination blanche et exploiter l'Afrique sans relâche. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Chaque attaque raciste en Occident résonne comme l'écho d'un pillage qui perdure depuis des siècles. Quand 150 000 extrémistes défilent en scandant la suprématie blanche, ils expriment les mêmes logiques qui justifient le vol de nos richesses, l'écrasement de notre souveraineté et la criminalisation de nos résistances. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'œuvre d'une architecture mondiale où chaque pilier, du racisme ordinaire aux médias, de la violence policière à la mainmise économique, soutient un édifice qui relie Londres, Paris, Washington et Ouagadougou. Fermer les yeux, c'est accepter la répétition de l'histoire. C'est laisser d'autres écrire les règles, condamner toute émancipation africaine comme une menace ou une erreur. Refuser la fatalité, c'est reconnaître que la lutte antiraciste ici et la lutte anti-impérialiste là-bas ne forment qu'un même combat. Briser la division, c'est forger une solidarité internationale capable de faire tomber ce système. Chacun a une voix, chacun a un rôle. Rater ce moment, c'est laisser l'oppression se renforcer. C'est perdre le droit de construire ensemble notre avenir, de défendre nos terres, nos cultures
et notre dignité. Le silence et l'indifférence ne sont que des consentements masqués. Il est temps de répandre cette analyse, de la débattre, de la faire vivre partout. Engagez-vous dans la lutte anti-impérialiste, là où vous êtes. Car l'indépendance africaine est la clé de l'émancipation humaine, et ce combat est celui de tout peuple qui refuse l'oppression. Ne laissez pas l'histoire se faire sans vous. Rejoignez le camp de la justice, de la solidarité et de la libération. Le moment est venu de prendre position, d'agir. L'histoire nous regarde, et la justice s'écrit avec notre courage collectif.